Vous êtes sur Niveau d'Info, bonsoir et merci de nous rejoindre ce mercredi dans Décryptage le Tchad. Le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, effectue une visite à Moscou, en Russie, où l'homme d'État tchadien doit rencontrer son homologue russe, Vladimir Poutine. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Mahamat Idriss Déby Itno en visite en Russie, un voyage symbolique ou stratégique? Il est clair que c'est un voyage stratégique, pas du tout un voyage symbolique, puisque on est dans un contexte où le ministre américain des Affaires étrangères est sur le continent en train de faire le travail pour les États-Unis. Tout le monde sait que la Russie fait le même travail. On a vu le ministre russe des Affaires étrangères visiter un certain nombre de pays. C'est extrêmement stratégique parce que beaucoup de gens considèrent jusqu'à présent que le Tchad est un peu le dernier bastion de la France dans cet espace du Sahel. Et généralement, quand on parle de bastion, c'est là où on a le monopole. Donc si le président tchadien part rencontrer le président russe, il y a énormément de stratégie dedans, aussi bien pour la Russie que pour le Tchad. Et on le voit clairement, c'est encore ce combat pour l'Afrique, mais pas pour les Africains, c'est-à-dire pour prendre l'Afrique, pas dans le sens de l'intérêt des Africains qui continuent tout simplement, mais il faut que le président tchadien également soit dans la stratégie, qu'il ne soit pas victime simplement de la stratégie des autres. Il doit pouvoir être dans la stratégie en se mettant dans une posture de diversification des partenaires du Tchad, et en diversifiant ses partenaires, il pèsera plus que s'il se met en situation de monopole avec un seul partenaire, qu'il soit français, russe, américain ou autre, ça revient exactement au même. Et partant sur cette décennie en cours, quelles sont les relations de coopération entre N'Djamena et Moscou? Il n'y a eu pas grand-chose pour dire la vérité. Bon, la Russie a des ambassades dans des pays depuis fort longtemps. Le Tchad a également une ambassade au niveau de la Russie. Mais depuis quelque temps, la Russie est recherchée pour ses armes, puisque le Tchad est confronté à un problème sécuritaire à double niveau, avec les groupes armés dont le principal groupe est le FACT, mais également avec les groupes armés terroristes, Boko Haram en particulier au niveau de la zone du lac Tchad. Donc le Tchad est dans la même posture que d'autres pays qui veulent s'armer et qui, avec d'autres partenaires, ont du mal à pouvoir s'armer à leur rythme et comme ils veulent. Alors que, comme on le dit, la Russie donne rapidement les armes. Le Tchad est très certainement dans cette logique-là. Ça ne sera pas la seule logique. Il parlait également de coopération au niveau des mines, de l'agriculture notamment. On cite toujours d'autres activités, mais il est clair qu'actuellement avec la Russie, quand on regarde la coopération en Afrique, elle est principalement militaire. Et le président tchadien a effectué ce voyage avec une délégation dont deux ministres, le ministre de l'Agriculture et des Affaires étrangères. Tout à fait, le ministre de l'Agriculture, puisque, comme vous le disiez tout de suite, le Tchad veut profiter également de ce que les Russes savent faire pour pouvoir développer son agriculture. Bon, généralement, on ne se déplace pas pour une seule activité, on y va pour plusieurs. Quand on regarde, c'est le vice-ministre des Affaires étrangères qui l'a reçu, il est accompagné du ministre des Affaires étrangères, mais c'est également le vice-ministre de la Défense qui l'a reçu quand il est arrivé à Moscou, ce qui indique que cette affaire militaire-là sera certainement un des éléments importants par rapport à cette visite-là. C'est Kremlin qui a annoncé en premier la venue de Mahamat Idriss Déby. Est-ce que cela se passe habituellement comme ça? Non, habituellement, Poutine est un ancien du KGB. Donc, on n'annonce pas les choses à grande pompe. Généralement, c'est à deux pas, ou bien même parfois sur certains aspects, c'est un compte rendu. C'est-à-dire, on n'a pas annoncé l'événement, on a le résultat de l'événement. Mais ça montre ce côté stratégique. Parce que pour ceux qui se rappellent, lors du sommet de Saint-Pétersbourg, le président tchadien n'était pas parti. C'est le ministre des Affaires étrangères qui avait représenté le Tchad. Mais pour ceux qui se rappellent également, avec le conflit Ukraine-Russie, le Tchad a toujours voté contre la Russie. Mais ça veut dire que les choses sont en train d'évoluer. La Russie est en train de faire son travail. On va voir d'ici la prochaine résolution des Nations Unies, est-ce que le Tchad va devenir neutre, c'est-à-dire en s'abstenant, ou bien est-ce que le Tchad va voter du côté de la Russie? Ça permettra de savoir que les données ont
changer véritablement. Mais ça, on n'en est pas encore là. Mais ça va être un indicateur pour voir comment les données ont changé sur ce plan-là. Donc, ça montre que pour la Russie, c'était important parce que c'est comme une sorte de rattrapage. Quelqu'un qui n'était pas là, il y avait eu toutes sortes d'interprétations pour un certain nombre de présidents qui n'étaient pas présents. Mais aujourd'hui, le président qui n'était pas présent est venu, il a été reçu dans une visite officielle. Alors, être tenté de considérer que les relations entre les deux pays se sont améliorées depuis ce sommet de Strasbourg? En fait, il y a une réalité concrète qui est là. La Russie est présente en République centrafricaine. La Russie est présente en Libye. La Russie est présente au Soudan. Et dans ces 3 pays, la Russie était présente par l'intermédiaire de Wagner. Mais le Tchad a intérêt à pouvoir avoir des relations normalisées avec la Russie pour qu'une déstabilisation du Tchad ne passe pas par ces 3 pays où tout le monde sait que Wagner ancien, tout comme Wagner nouveau, ça sera exactement du pareil au même. D'autant plus que le Wall Street Journal de Washington a annoncé à un certain moment que Wagner est en train de vouloir déstabiliser le régime tchadien à partir de ces 3 zones dont je parle. Et le régime tchadien avait pris cette information très au sérieux à l'époque pour dire qu'en fait, quand on regarde cette situation, une France qui est en train de perdre pied de plus en plus en Afrique, une Russie qui est en train de prendre de plus en plus pied en Afrique, mais sauf si le Tchad plutôt veut collaborer avec le passé, mais il faut pouvoir collaborer avec le futur. Et dans la collaboration du futur, il n'y a absolument rien dans le monde qui vient. Parce qu'il y a un monde qui va arriver. Cette bipolarisation, cette unipolarisation va disparaître. On va être dans un monde multipolaire. Ce qui fait que ça doit être également stratégique pour le Tchad d'aller vers la Russie et de ne pas le faire tout simplement en étant victime de ce que les Russes veulent avoir en Afrique. Le Tchad, allié de longue date de la France, on doit adhérer au BRICS, où la Russie est déjà membre. C'est toujours dans la stratégie de diversifier ses partenaires? Pas seulement dans la stratégie de diversifier ses partenaires, je parle de ce monde à venir. Les BRICS vont faire partie de cela. Puisqu'il y avait un monopole, j'allais dire, de l'économie mondiale, de la finance mondiale. On obligeait les gens à passer par un parcours déterminé et il n'y avait pas un parcours alternatif. Si les BRICS parviennent à mettre sur pied un parcours alternatif, mais on n'est plus obligé d'aller obligatoirement à la Banque mondiale ou bien au FMI. On n'est plus obligé de se soumettre au conditionnement de la Banque mondiale et du FMI, puisque une autre alternative va pouvoir exister. Mais en ce moment, d'un point de vue... Quand vous parlez d'une autre alternative, une alternative à l'aide au développement? Mais je préfère pas l'aide au développement. Moi, je préfère une collaboration gagnant-gagnant. Parce que l'aide nous a créé énormément de problèmes, parce que quand on analyse ce qu'on appelle aide par rapport à ce que les gens ont eu avant de nous donner l'aide ou ce qu'ils ont eu en retour pour nous avoir donné l'aide, c'est nous qui les avons aidés. Et ça peut paraître paradoxal que ce soit le pauvre qui aide le riche, parce que d'habitude, c'est le contraire qu'on voit. Moi, je préfère un partenariat où il va falloir reposer un certain nombre de problèmes. Mais pourquoi le commerce va se faire en dollars? Mais ça fait l'avantage des Américains, d'autant qu'ils ont la possibilité de faire monter et de faire descendre en fonction de leurs intérêts. Et quand ils le font, nous subissons automatiquement la conséquence sans pour autant être responsable de quoi que ce soit. Prenez le prix du pétrole, on dit le baril coûte combien, on donne en dollars. Si on augmente le dollar, sans pour autant que le prix du baril du pétrole augmente, le coût du carburant devient automatiquement plus cher. Mais est-ce que ça, c'est un monde qui est juste d'un point de vue économique? Non. Il faut qu'on trouve quelque part où on va s'asseoir sur le baril du pétrole. Si les Américains font bouger leur dollar, c'est leur problème. Mais que le baril du pétrole reste le baril du pétrole pour tout le monde. Et ça, il faut une autre alternative pour qu'on en arrive à cela. Les BRICS sont un pas que moi, je ne trouve pas suffisant. Nous avons en Afrique suffisamment de ressources énergétiques et minières. Il faut qu'on s'apprête à se mettre également ensemble, parce que j'aime bien cet exemple sur la question du chocolat. Quand la Côte d'Ivoire s'est accordée avec le Ghana pour dire nous ne vendons pas notre production de cacao tant que vous n'augmentez pas les prix, mais les gens ont été obligés de se soumettre. Donc nous avons également la possibilité de faire pression sur le plan financier. Il y a des pays pétroliers ici, il y a des ressources minières dont les gens ont besoin, mais pour avoir la force, il ne faut pas que ce soit le Ghana et la Côte d'Ivoire, il faut l'ensemble des pays africains. Et en ce moment,
en plus des BRICS, nous également, on va faire partie de la construction de cet autre monde-là, parce que jusqu'à présent, on a toujours construit le monde sans les Africains. Et s'il faut le mentionner, les BRICS disposent de sa propre banque de développement. Mais c'est ça qui va être intéressant, parce que on a un autre pôle économique qui va être suffisamment fort pour qu'il n'y ait plus un seul pôle qui impose au monde comment on fonctionne sur le plan économique. Pendant longtemps, c'est Davos. C'est là-bas où on prend les grandes décisions. Et quand on a pris les décisions, bon, même si comment on l'appelle encore, le président en exercice de l'Union africaine est invité quand il est présent, bon, tout le monde sait que c'est une présence symbolique. Il ne participera en rien dans la prise de décision. Il ne peut pas infléchir une prise de décision. Mais ici, Davos, pour prendre des décisions, va devoir tenir compte des BRICS. Et ça va être intéressant parce que si ce travail continue sans que les BRICS n'essayent de reconstituer eux également un leader, parce que ça créera un autre problème, mais en ce moment, on aura un autre monde d'un point de vue coopération, on aura un autre monde d'un point de vue économique, et je le souhaite, ce monde va être plus juste que celui que nous avons actuellement sur le plan économique. Le président tchadien à Moscou, en Russie, le ministre des Affaires étrangères chinois, Wang Yi, en Afrique, également le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Afrique pour une tournée. Janvier, c'est le mois des marathons diplomatiques. Oui, mais c'est qu'actuellement, l'Afrique est la belle-fille que tout le monde veut marier. C'est la belle-fille que tout le monde veut marier, c'est pourquoi, mais puisque c'est notre sœur qu'on veut marier, mais il faut que nous soyons exigeants sur le prétendant parce qu'il y a une pluralité. Il faut que nous soyons exigeants, mais sur la dot également, il faut qu'on demande des lingots d'or, pas seulement quelques pièces d'or. En fait, c'est ça la réalité. Aujourd'hui, les ressources africaines font que demain, d'un point de vue économique, ces pays auront autant besoin de nous que nous aurons besoin d'eux. Ça nous met dans une position d'avantage puisque on a la possibilité de dire à ces gens oui, on a la possibilité de dire non. Ça, je parle des réalités et des potentialités qui sont en Afrique. Mais il faut qu'il y ait des hommes et des femmes pour porter ce oui et ce non. Et quand des hommes et des femmes vont porter ce oui et ce non, cette relation habituelle où les gens viennent en Afrique pour se servir va s'arrêter. On aura une relation où l'Afrique viendra avec ses priorités, l'Afrique viendra en défendant ses intérêts et on discutera d'égal à égal avec les gens si les gens veulent bénéficier de ce dont nous disposons. Mais c'est ça qui fait que tous ces gens sont intéressés par le continent. Mais je le répète tout le temps, que personne ne pense que parmi eux, il y a un prophète qui est venu pour nous aider en quoi que ce soit. Chacun d'entre eux prêche pour son propre pays, pas plus. Ils sont juste guidés par l'intérêt de leur pays. Ils sont en train de voir comment la conjoncture internationale est en train de changer. Ils sont en train de voir la place que l'Afrique va prendre dans le futur. Et chacun est en train de vouloir se positionner de la manière la meilleure possible. Et pas du tout dans le sens de l'intérêt des Africains, mais dans le sens de l'intérêt de son pays. Des partenaires stratégiques, oui. Des investisseurs sur le continent, oui. Mais quelle incidence sur les économies nationales? Comment en Afrique, justement, garantir davantage la bonne gouvernance? Il faut éviter d'avoir des partenaires qui viennent nous dire ce que nous allons faire et comment nous allons le faire. Parce que la bonne gouvernance, ça commence par ça. Il faut que l'Afrique dise, nous voulons une industrialisation, par exemple. Et qu'on fasse notre industrialisation. C'est-à-dire pas une industrialisation où ils viennent mettre en place des industries chez nous, mais les industries vont les servir à faire de l'industrie extractive. On prend les ressources encore à l'état pratiquement brut pour amener chez eux. Nous n'y gagnons absolument rien. Il faut que l'industrie soit sur place. Si nous sommes capables de produire de l'or, mais produisons également les lingots d'or directement. Et qu'on sache sur place quel or on a produit, avec quel pourcentage de pureté, etc. Mais comment se fait-il que nous sommes parmi les plus grands producteurs d'or au niveau du monde, et quand on parle du marché de l'or, là où on décide du prix de l'or en Afrique? C'est sur ça qu'il faut se battre aujourd'hui. En ce moment, puisque les gens ont besoin de l'or,
ils écouteront les Africains si les gros pays producteurs d'or se mettaient ensemble en faisant, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que le Ghana et la Côte d'Ivoire ont fait avec le cacao. C'est valable avec tout un ensemble d'autres choses. Maintenant, la bonne gouvernance devient importante parce que c'est là où je parlais tout à l'heure, il faut des hommes, il faut des femmes pour porter ce oui et ce non. Mais si tous ceux qui critiquent aujourd'hui ce qui a été fait par les autres arrivent au pouvoir pour faire exactement ce que les autres faisaient, le discours sera là, mais absolument rien ne va changer. Il faut des gens qui croient en l'Afrique, qui croient aux Africains, qui se donnent pour l'Afrique, au lieu de vouloir se servir de l'Afrique. Mais en ce moment, il est clair que les données vont changer et tout le monde va pouvoir constater que les données ont changé. Ça ne sera pas simplement un discours, mais tout le monde va pouvoir constater la réalité. Et pour terminer, nous parlions principalement du Tchad. La transition est en cours dans ce pays, mais avec un succès Masra, Premier ministre. Quelle est votre analyse de cette co-gestion des affaires de l'État? Actuellement, quoi qu'on dise, c'est le président tchadien qui gagne à tout point de vue. Puisqu'il a mis Masra à l'intérieur. Regardez toutes les sorties de Masra actuellement au niveau des médias. Il se retrouve en position de justification. Parce qu'effectivement, il est difficile qu'il explique, qu'il puisse faire comprendre, bien que moi je le répète tout le temps, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'une opposition ne doit pas s'asseoir avec son pouvoir, une opposition ne doit pas rentrer dans un gouvernement, je ne le crois pas du tout. Une opposition peut s'asseoir avec un pouvoir, une opposition peut entrer dans le gouvernement, c'est sa méthode que je trouve être la méthode qui n'est pas la bonne. Il faut le faire sur une base claire, où on s'entend sur qu'est-ce qu'on va faire dans le gouvernement et on le publie, pour que les choses soient bien claires au niveau de tout le monde. Maintenant, il gagne en ayant Masra chez lui, c'est-à-dire en termes d'opposition, il a plutôt pacifié son pays. En termes de guerre, à part le fait, il faut dire qu'il n'y a plus grand-chose actuellement puisqu'il y a eu les accords de Doha, même si tout le monde n'avait pas signé ces accords. Il a un partenaire français, il ajoute un partenaire russe. Si c'est lui-même qui mène le bateau, il est en train de gagner, d'autant plus qu'il va vers des élections. Il veut gagner l'élection présidentielle. L'ancien parti a déjà fait de lui un candidat. L'opinion internationale occidentale va lui dire, mais tu avais dit que tu ne devais pas être candidat. Les Russes ne le lui diront pas. Mais il a intérêt en ce moment à avoir le partenaire russe à côté. Ça va être une sorte de pression sur les Occidentaux, puisque le problème qui va se poser, c'était, attendez, si on le bouscule, il risque de nous abandonner et aller chez nos rivaux, et vous allez voir, même si les élections se passent de façon catastrophique, les appréciations ne seront pas les appréciations d'habitude qu'on avait l'habitude de voir pour défendre la démocratie. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Niwa d'Info 1.